Donc, ce webinaire sera enregistré, il sera stocké sur le site de l'initiative, vous pourrez le consulter. Le programme de l'heure qui va suivre, le voici. Je vous l'ai envoyé aussi par email, donc je vais faire une petite introduction assez rapide, partagée avec David Maman, que vous connaissez. Et puis après, on va donner la main aux experts qui vont discuter chacun des enjeux du VIH avancé et la façon dont on a essayé d'y répondre dans notre boîte à outils. Et on aura du temps aussi pour les questions. Il y a une fenêtre Q&A, questions-réponses sur l'interface Zoom. Donc, je vous encourage à y poster vos questions. Et à la fin du webinaire, voilà, on les sélectionnera et puis on y répondra. Donc, je vous rappelle, voilà, c'est un webinaire organisé par l'initiative. Donc, nous sommes un bailleur, un pourvoyeur d'appui technique. On travaille à la demande des pays sur tous les programmes qui sont là au webinaire normalement aujourd'hui. Et puis, on répond à ces demandes via des experts. Tous autour de la table, là, on est intéressés par un engagement dans le VIH avancé cette année. Et c'est ce qui va occuper ce webinaire aujourd'hui. Donc, je vais aller rapidement sur des définitions. Donc, pour rappeler que tous les enfants qui sont âgés de moins de 5 ans et qui vivent avec le VIH sont considérés comme ayant un stade avancé de la maladie. Donc, on parle de VIH avancé, de maladie avancée, de stade avancé de la maladie, mais on parle tous de la même chose, hein. Chez les enfants qui ont plus de 5 ans, les ados et les adultes, l'infection par le VIH à un stade avancé, elle est définie comme un nombre de cellules CD4 inférieur à 200 par microlitre ou par un stade clinique 3 ou 4 selon l'OMS. On y reviendra sûrement plus tard dans le webinaire, mais je rappelle que si on se base seulement sur l'évaluation clinique, on estime qu'on rate de 30 à 40% des cas de VIH avancé. Les personnes qui commencent alors les antirétroviraux ont des taux de mortalité très élevés. C'est vraiment une particularité du VIH avancé. Taux de mortalité très élevé dans les 6 mois qui suivent l'initiation du traitement. Des taux qui ont été mesurés à entre 25 et 50%. Il faut savoir qu'un tiers des décès arrivent très rapidement au cours des 48 premières heures post-hospitalisation. Et là, les causes de décès, elles sont en lien avec les co-infections type tuberculose, méningite à cryptocoque, mais pas que. On y reviendra aussi. Côté OMS, l'OMS, elle recommande un paquet minimum d'intervention pour toute personne qui se présente avec un VIH avancé. Et dans ce paquet minimum d'intervention, on a le dépistage, le traitement et ou la prophylaxie des principales infections opportunistes, également la mise en route rapide du traitement antirétroviral et puis un soutien intensifié à l'observance du traitement. Parce qu'il y a une partie non négligeable des personnes qu'on identifie comme VIH avancé qui avaient déjà commencé des ARV qui les ont abandonnés. Donc, c'est un pilier important du paquet minimum d'intervention. Donc, on a travaillé et on va la présenter aujourd'hui, cette boîte à outils VIH avancé. Elle se trouve sur le site de l'initiative. Là, je vous ai fait une petite capture d'écran de à quoi ça ressemble sur les sites de l'initiative. Elle existe aussi en version papier. C'est un document assez léger. L'idée, c'est de vous encourager à la consulter. Voilà, il n'y a pas trop de lecture. Elle est destinée évidemment aux pays, aux experts qui vont travailler sur le sujet et plus qui voudraient s'engager sur le sujet. L'idée de cette boîte à outils, c'est de vous faire gagner du temps, c'est de vous faire rendre plus efficace. Voilà, donc on va présenter aujourd'hui les outils qu'on a mis dans cette boîte à outils-là. On l'a voulu en français parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà côté Afrique anglophone. Donc ce qu'on a voulu, c'est quand même voilà, vous aider à identifier et à trouver des documents en français. Et il faut savoir que cette boîte à outils, évidemment, on ne l'a pas fait seule, c'est le produit d'une collaboration notamment importante avec le CNLS du Cameroun pardon, qui va prendre la parole avec le docteur Pierrette tout à l'heure, et en concertation avec de nombreux acteurs que j'en profite pour remercier, dont certains sont au webinaire aujourd'hui. Euh, Elle est donc surtout focusée sur un contexte Afrique francophone, et je vais d'ailleurs à ce propos laisser la parole à David Maman, qui n'est plus besoin de présenter. À toi, David. Bonjour à tous, David Maman, je suis conseiller VIH au Fonds mondial. Euh, le, le- le VIH avancé est un problème de santé publique, hein. D'après les études en population, hein, il y a une étude récemment à Croy, hein, qui a montré que, prenant les données de 12 études en population nationale, dont 2 en Afrique de l'Ouest et du Centre, à Cameroun et Côte d'Ivoire, que la prévalence du VIH avancé était 10%. C'est-à-dire que parmi tous les gens qui vivent avec le VIH d'un pays, 10% ont le VIH avancé. Et ceux qui n'ont pas une charge virale supprimée ont beaucoup plus de chances d'avoir le VIH avancé. C'est ceux qui ne sont pas au courant de leur statut, ceux qui sont au courant de leur statut mais qui ne sont pas sous ARV, ceux qui ont une charge virale.
ce qui est très important à dire, c'est que ça, c'est les données qui sont dans la population. Mais quand les gens rejoignent une cohorte de soins, et notamment la première fois qu'ils viennent se faire soigner, on estime qu'entre 30 et 40% des nouveaux patients ont le VIH avancé. Et comme l'a dit Jay, la moitié d'entre eux sont en général asymptomatiques. Au niveau du Fonds mondial, prochaine slide. Le VIH avancé est considéré comme un élément essentiel des programmes. Les éléments essentiels du programme sont des interventions clés qui sont recommandées par les partenaires techniques, ici l'OMS, ciblant des interventions critiques qui sont nécessaires pour atteindre les résultats et l'impact énoncés dans les stratégies mondiales. Ce qu'on a vu au niveau des pays, notamment dans le cycle de subvention numéro 7, il y a trois vraiment comment on pourrait dire, il y a trois enseignements majeurs en fait. Premièrement, beaucoup plus de pays investissent dans le VIH avancé, notamment dans les CD4. Parmi ceux qui investissaient déjà, on a des investissements qui sont plus ambitieux, notamment pour les intrants, et on note surtout une bien plus grande demande de CD4, et notamment des nouveaux tests, les point of care, le Visitech, qui vont représenter la moitié des sites qui vont être achetés en utilisant les financements du Fonds mondial pour les années 2024 à 2026. Prochaine slide. Cependant, les défis sont très importants, hein. Comment définir les besoins? On manque d'outils pour estimer les besoins en termes de VIH avancé et quantifier les produits. Quel projet? Quel paquet de soins va être déployé par les pays? Est-ce qu'il va être des projets, des paquets de soins ambulatoires, hospitaliers ou les deux? Est-ce que ça va être un déploiement par phase ou en globalité? Quelles structures de santé seront ciblées? Quel modèle de soins? Qui va voir les malades? Est-ce que ce seront des infirmiers ou des médecins? Quels besoins RH pour mettre en plus ces activités qui représentent un temps supplémentaire pour les pays? Est-ce que l'on doit référer les malades? Si oui, comment? Et enfin, les besoins sont énormes. Il faut définir des plans opérationnels, définir les documents normatifs, les besoins de formation, les outils de suivi et évaluation et tous les outils de supervision formative. C'est toutes ces réponses, c'est les réponses à tous ces défis que la boîte à outils peut aider les pays qui vont s'attaquer à la montagne que représente le VIH avancé dans toute sa complexité, tout en adaptant la réponse aux spécificités du pays. Je vais rendre la parole à Jen pour qu'on passe un maximum de temps à écouter les experts qui vont nous parler et nous décrire les différents composants de cette boîte à outils. Je vous remercie à tous d'être là et encore merci à Expertise France et à l'initiative pour l'invitation à cette initiative. Merci David. Alors, je vais vous présenter la structure de cette boîte à outils. On a regroupé les outils qu'on a identifiés en sections, en 5 sections. Vous voyez à l'écran, là, 1, 2, 3, 4, 5. Chaque expert va présenter une des sections. Moi, ce que je voulais vous dire, en tout cas, c'est que dans cette section, alors attendez, parce que, tac, j'ai la petite chose, voilà. Dans cette section recommandations et plaidoyer, la première section, ce qu'on y a mis, c'est évidemment les recommandations de l'OMS, aussi, aussi bien sur le VIH avancé que sur la cryptococose. On a aussi trouvé des documents qui partagent des expériences, hein, sur le VIH avancé, expériences de modèles de services différenciés, le fameux modèle aussi de Hub and Spoke. Et puis, on vous a mis aussi des documents qui parlent du défi, hein, majeur, de la disponibilité des tests de diagnostic et de la décentralisation. Voilà. Donc ça, c'est une section assez courte. Ensuite, on a une section donc sur la détection. Alors, je m'excuse parce que la personne, l'experte qui est Pierrette, n'a pas pu se connecter. Donc, je remercie David qui va faire la présentation de Pierrette à sa place. Alors, voilà, donc c'est un petit peu dense, hein, mais après, David, je ne sais pas si tu te rappelles, on a illustré avec certains outils. Donc, je te laisse la parole sur cette partie-là.
Merci beaucoup. Donc, pas de problème pour Pierrette, mais évidemment, je n'arriverai sûrement pas à obtenir la même qualité de ce qu'elle va dire. Euh, Comme vous le savez, comme on l'a dit tout à l'heure, les CD4 ont un rôle clé pour assurer la détection du VIH avancé, hein. En effet, comme on l'a dit, le VIH avancé, c'est soit des symptômes cliniques, soit un taux d'immunité qui est très bas, parce que les gens, même s'ils n'ont pas de symptômes cliniques, en cas d'immunité très basse, le risque de décès est très nettement augmenté. C'est pour ça qu'il faut définir les deux. Donc ici, il a été mis dans la boîte à outils des outils qui peuvent aider les pays, notamment pour les documents de formation sur les CD4, avec beaucoup de fiches techniques sur quels sont les signes, par exemple, de danger clinique à partir d'un document qui a été fait par MSF et qui est disponible en français, les fiches techniques sur les tests CD4, aussi les fiches techniques sur les procédures des tests. En effet, ça ne sert à rien de réinventer des choses qui existent déjà, qui sont disponibles en français, et notamment des vidéos qui peuvent être utiles pour les formations des usagers de ces tests, tout en rappelant, encore une fois, que ces tests peuvent être effectués par des travailleurs non professionnels et notamment, par exemple, des agents de santé. Évidemment, chaque pays devra effectuer l'analyse des tests qui sont disponibles dans le pays, définir les besoins en fait qui lui sont propres. Certains pays pourront avoir, par exemple, une partie, continuer à utiliser des machines conventionnelles ou des PIMA s'ils en ont encore pour les hôpitaux où il y a quand même un bénéfice à avoir une charge virale quantitative et utiliser les point of care pour des zones plus périphériques. Certains pays font le choix de n'utiliser que des Visitech pour des raisons de simplicité. C'est à chaque pays de définir euh, d'optimiser son réseau de dépistage au niveau des CD4. Et évidemment, les CD4 doivent être considérés comme une porte d'entrée vers les tests suivants, hein. C'est-à-dire que on applique dans le cadre du VIH quelque chose qu'on appelle le reflex testing, c'est-à-dire que si un taux de CD4 est très bas, il doit permettre automatiquement de lancer deux autres tests, qui sont ce qu'on appelle les tests CRAG et les tests TB-Lab, qui permettent de diagnostiquer la tuberculose très rapidement. En quelques heures, on peut diagnostiquer une tuberculose. Là-dessus, je voudrais mentionner que la semaine dernière, l'OMS a changé ses indications pour le TB-Lab pour le rendre plus ouvert. Aujourd'hui, avant, seuls les patients qui étaient symptomatiques ou ceux qui étaient gravement malades étaient indiqués pour le TB-Lab d'après l'OMS. Aujourd'hui, se rapprochant des recommandations notamment de Médecins sans frontières, l'OMS recommande le Tidilam pour tous les patients qui ont le VIH avancé, inclus ceux qui ne sont pas symptomatiques, du moment où ils ont des CD4 inférieurs à 200. C'est un grand progrès. Pareil pour le sérum CRAG, qui permet d'accélérer énormément le dépistage de la tuberculose et de la cryptococcose. Aussi, pour noter la nouvelle recommandation de l'OMS, qui recommande en parallèle au Tidilam que tous les patients, quels que soient les symptômes, aient aussi un gynécologue pour la tuberculose. C'est des nouvelles recommandations de l'OMS. Elles ne sont malheureusement pas encore disponibles en français. Elles datent après la finalisation de cette boîte à outils. Mais c'est pour vous montrer aussi à quel point cette, ce terrain est très dynamique, hein. Si on peut aller sur les prochaines, la prochaine slide, je voudrais quand même prendre un peu de temps pour parler du test à l'admission pour le VIH avancé, c'est ce qu'on appelle le test point of care, qu'on appelle le Visitect, hein. C'est un peu une révolution dans le monde du VIH. Il permet d'obtenir des CD4 en 30 minutes, un taux de CD4 où on permet de savoir si un malade a le VIH avancé ou pas. Au niveau du Fonds mondial, ça va représenter les 2 tiers des tests qui vont être environ achetés au cours des prochaines années. Ça a un impact majeur, ça simplifie, c'est pas cher. Le coût du test aujourd'hui est de 4 dollars, donc c'est aussi le test le moins cher. Et ensuite, il permet d'utiliser très rapidement d'autres tests rapides qui sont les TB-Lab et le Serum CRAG. Donc en fait, tous les outils sur comment utiliser ces tests
les vidéos sont disponibles dans la boîte à outils. Euh, euh, il y a aussi toute la procédure qui a été faite par les fabricants qui sont disponibles en français. Donc, voilà, je pense que c'est très intéressant. Pour passer à l'exemple suivant, s'il te plaît. Donc, vous pouvez voir, par exemple, à travers un exemple de Zip, enfin, c'est le nom de la personne qui a fait cette vidéo, qui est le représentant laboratoire d'MSF, qui explique comment tous ces tests peuvent être utilisés dans des vidéos qui sont extrêmement didactiques. Et ce genre de documents, savoir qu'ils existent, les regrouper dans un seul document, va faire gagner énormément de temps, que ce soit au pays ou aux référents techniques VIH avancés des différents pays dans la création des outils pour définir les programmes de VIH avancé à l'intérieur des pays. Euh, je vais m'arrêter ici, Jane, si ça va. Merci Ça devrait beaucoup, être David. bon. Merci d'avoir voilà, au pied levé assuré cette partie de la présentation. Donc là, on vous a un petit peu montré ce qu'on avait mis dans la section détection. Je vais laisser la parole maintenant à Eric Gomer, qui est expert, qui a travaillé avec nous sur cette boîte à outils, qui a fait des visites terrain aussi au Cameroun pour mieux identifier, mieux cibler et mieux répondre aux enjeux avec des outils adaptés. Et voilà, donc je te propose, Eric, de prendre la main sur cette section prise en charge. Merci. Merci beaucoup, Jane. J'espère que vous m'entendez tous. Salutations à tous et bravo à l'initiative pour avoir organisé cette téléconférence qui, on l'espère, fera avancer, comme l'a dit David, la prise en charge du VIH avancé, qui malheureusement est encore une source de mortalité importante. Et je dirais, comme David l'a illustré, un des objectifs majeurs de cette boîte à outils, c'est de créer un minimum de consensus. L'histoire des CD4 illustre très très bien ce qui s'est passé. En fait, il y a eu une diversion dans la fabrique des CD4 et en même temps le VIH avancé qui disparaissait de pays qui étaient relativement qui étaient euh, plus riches, je dirais. Et donc, bien, on a dit, bah, CD4, c'est plus vraiment nécessaire. Donc, l'industrie pharmaceutique a arrêté de les produire. Donc, il est important de créer un minimum de consensus au niveau des pays, d'où cette boîte à outils qui lance des idées. Maintenant, c'est au pays, évidemment, et aux différents PNLS de faire la décision. Euh, la partie dont je parle ici, c'est principalement tout ce qui est la prise en charge clinique adulte. David Masson va faire la partie pédiatrique, qui est beaucoup plus mal couverte dans les guidelines parce qu'elle est moins connue. Dans la partie adulte, donc, on va parler des, euh, des principales pathologies et nous avons essayé, sur base de documents que vous voyez mentionnés ici, principalement un guideline qui était fait par MSF à travers de nombreuses années d'expérience. Euh, euh, c'est d'essayer de regrouper les symptômes en syndromes majeurs. Diapositive suivante. Voilà le guide, le guide pour la prise en charge du VIH au niveau référence, donc au niveau hub, comme l'a mentionné Jane. Il y en a un autre au niveau soins de santé primaire. Attention qu'il est important de ne pas seulement se focaliser, je dirais, sur le niveau référence. Il faut le VIH avancé, on va progresser si on a des interventions rapides, et c'était mentionné dans les diapositives précédentes, euh, dans la détection pour voir des patients qui sont instables et qui présentent des signes de danger. Tout ça est illustré, encore une fois, dans la boîte à outils, mais ça doit évidemment se pratiquer au niveau périphérique. La prise en charge au niveau hospitalier, c'est juste pour rassembler après les idées sur et les stratégies sur la prise en charge. Diapositive suivante.
elle illustre, cette diapositive illustre donc cette approche syndromique, comme on a essayé de rassembler dans la MSF que à l'OMS aussi, dans le guide qui est illustré ici, on a essayé de rassembler différents symptômes en syndrome pour aider les cliniciens au premier niveau de, d'orienter le diagnostic. Prenons un exemple. Bon, les syndromes respiratoires sont parmi les plus fréquents de ceux auxquels les patients VIH avancé avec lesquels ils se présentent. Et donc, important là de différencier, est-ce que c'est une tuberculose première probablement, ou alors est-ce que c'est une pneumonie bactérienne ou une pneumocystose. Et donc, la boîte à outils illustre le diagnostic différentiel, qu'une fois dans l'évolution dans le temps de chacune de ces pathologies, l'auscultation, la présentation des symptômes pour la TB beaucoup plus généralisée, pour la pneumocystose beaucoup plus aiguë, et les différences à l'auscultation. Et donc, encore une fois, des outils simples pour aider les cliniciens à différencier est-ce que c'est de la TB ou pas. Euh, Bien sûr, autre syndrome très important sont les syndromes neurologiques, puisque c'est ceux qui tuent le plus aujourd'hui, on va distinguer, est-ce que, encore une fois, TB, est-ce bactérien, infection, ou dès qu'il y a les premiers signes neurologiques. Et encore une fois, on trouve dans les signes de danger des signes précoces d'atteinte neurologique. Euh, un dernier exemple que je vais prendre, c'est par exemple ces arythmies chroniques qui sont extrêmement fréquentes pour le VIH avancé. Et donc, la tendance est à transfuser tous les patients. Mais attention que, outre les pertes de sang, mais qui sont en général très vite détectés, il y a des défauts de production liés à l'envahissement par le VIH. Et donc, des transfusions répétées ne servent à rien. La malnutrition extrêmement répandue, surtout chez les enfants, euh, malaria, test rapide. Bref, encore une fois, essayer de guider le clinicien euh, au premier niveau pour voir vers quoi, dans quel domaine orienter le diagnostic. De façon, avec des algorithmes simplifiés. Diapositive suivante. Pour se permettre de faire, de faire ce diagnostic minimum, il y a une erreur dans cette diapositive, c'est que ce n'est pas au niveau d'hôpital de référence. D'abord, vous voyez des tests, nous avons énuméré un certain nombre de tests, et ici en rouge, principalement des tests qui devraient être disponibles au niveau le plus périphérique, si possible. Encore une fois, beaucoup de tests rapides, parce qu'on n'a pas le temps de faire des références, et donc pouvoir immédiatement identifier, outre les tests de gravité, bien sûr, basés sur la symptomatologie, euh, le test de VIH, les tests de CD4 et le Visitec. Justement, l'idée, c'est, comme David l'a exprimé, de le rendre le plus périphérique possible. Bien sûr, immédiatement, si moins de 200, TB-LAM pour suspicion de TB, avec le gros avantage qui peut être fait sur des urines. Bref, voilà, une série de tests rouges qui, si possible, devraient être faits au niveau périphérique. Après, en vert, des tests déjà plus sophistiqués pour lesquels en vert, on peut envoyer des échantillons, ou en bleu, c'est le niveau supérieur, niveau de référence, où à la limite, patient étant identifié comme besoin
de tests plus sophistiqués va devoir être référé, typiquement pour une radiographie pulmonaire. Il n'est pas imaginable de mettre au niveau périphérique. Voilà. Donc, on a essayé de répartir les tests essentiels. Bien sûr, ceci sera sujet à énormément de discussions au niveau des pays, mais encore une fois, l'important, c'est d'arriver à un consensus. Quel test, à quel niveau, parce que ça permettra à ce moment-là de lancer des appels d'offres, mais aussi d'avoir des financements internationaux potentiellement, dont le Fonds mondial. Tant pour les tests, et je finirai là, que bien sûr pour les traitements. Donc il est essentiel d'arriver à un consensus aussi sur le standard thérapeutique pour chacune de ces, une fois les diagnostics faits, pour, pour s'assurer que les intrants, comme l'a dit David, soient disponibles en quantité suffisante. Voilà, j'ai fini ici. Je vous remercie encore une fois de votre attention et merci pour vos questions. Merci beaucoup, Eric. Entre-temps, Pierrette est arrivée. Donc, Pierrette, peut-être si tu veux, à la fin de l'intervention, pour lancer les questions, tu pourras nous dire 2 mots de la situation des CD4 au Cameroun. Mais voilà, je vais passer la parole maintenant à David Masson, qui va donc nous parler de la situation des enfants. Vous verrez que dans cette boîte à outils, il y a assez peu de choses sur le VIH avancé chez les enfants, parce qu'il y a très peu de choses qui existent. Mais voilà, on va écouter David Masson, qui est pédiatre et qui va nous en dire plus sur le sujet. David, à toi, merci. Merci beaucoup, Jen. Merci pour l'invitation et merci aux panélistes précédents pour leur présentation très claire. Effectivement, comme l'a dit Eric, on a beaucoup moins d'outils sur le VIH avancé pour les enfants que pour les adultes. Alors, euh, tu as dit la définition du VIH avancé pour les enfants de plus de 5 ans recouvre la définition pour les adolescents et les adultes. Chez les enfants de moins de 5 ans, c'est tout enfant au moment du diagnostic, et ça, c'est lié au fait que les enfants, au moins un tiers des cas, font une forme aiguë. Et donc, quand on fait le diagnostic chez un enfant de moins de 5 ans, on ne sait pas si l'enfant va faire une forme aiguë ou une forme chronique. Et donc, on le considère comme en VIH avancé. Néanmoins, après 1 an sous traitement, même s'il a toujours moins de 5 ans, s'il est cliniquement stable et surtout s'il a une charge virale indétectable, il sort des critères de VIH avancé. Diapositive. Alors, les présentations cliniques du VIH avancé chez l'enfant, c'est alors très très fréquemment des troubles de croissance avec un retard de croissance en taille, une croissance pondérale médiocre et une fréquence élevée de malnutrition aiguë modérée à sévère avec une forme plutôt de marasme plus fréquemment par rapport au kwashiorkor, mais aussi des infections bactériennes sévères à germe banal et avant tout pneumocoque pulmonaire, des infections bactériennes répétées, la tuberculose, volontiers disséminée chez le nourrisson et le jeune enfant, très fréquente, et puis des diarrhées chroniques, fièvre prolongée, infections ORL récidivantes, dermatose chronique. Diapo. En fait, cette symptomatologie, elle est très similaire avant d'être au stade vraiment très avancé. Mais chez des enfants immunodéprimés, on peut avoir une symptomatologie qui ressemble à la pathologie de pédiatrie générale. Et un des gros problèmes du VIH avancé chez l'enfant, c'est l'absence de diagnostic du VIH lui-même, l'absence de proposition de test ou la proposition de test insuffisante, alors que les recommandations sont assez claires. Tous les enfants tuberculeux, tous les enfants présentant une malnutrition devraient être testés pour le VIH, mais aussi tous les enfants qui présentent une manifestation sévère ou récidivante, qu'elle soit pulmonaire, digestive ou ORL, et toute manifestation inhabituelle chez un enfant, les troubles neurologiques, la candidose orale ou œsophagienne en dehors de la période néonatale, mais aussi toute dermatose inhabituelle, un zona chez un enfant, une forme d'herpès sévère, une dermatose disséminée ou traînante comme un prurigo. Et en fait, le fait de tester plus permettrait de diagnostiquer
plus d'enfants et de mettre plus d'enfants sous traitement et donc d'améliorer la prise en charge du VIH avancé. Diapositive. Alors, il faut savoir aussi que les germes opportunistes vont avoir une particularité chez l'enfant par rapport à l'adulte. Chez l'adulte, une infection opportuniste, c'est dans la grande majorité des cas une réactivation d'une infection ancienne favorisée par l'immunodépression sévère. La toxoplasmose, le CMV, les virus du groupe herpès, le sarcome de Kaposi. Chez l'enfant, on va avoir plusieurs possibilités. Schématiquement, on va avoir des germes opportunistes qui vont être transmis au cours de la période fœtale, par exemple la toxoplasmose ou le CMV, dans certains cas avec une symptomatologie néonatale dans lequel le diagnostic peut être évoqué, mais parfois avec une absence de signe à la naissance et une symptomatologie qui va apparaître au bout de quelques mois ou années et qui sera liée en fait à cette infection pendant la période fœtale. Deuxième cas de figure, l'enfant acquiert une toxoplasmose ou un CMV au cours de l'enfance et en fonction de son statut immunitaire, va faire une forme plus ou moins symptomatique, mais parfois très sévère ou prolongée. Et puis, en dehors de cette primo-infection dans l'enfance qui peut être symptomatique, on a des primo-infections qui passent inaperçues et une réactivation lorsque l'immunité diminue. Et là, on a une symptomatologie qui se rapproche de celle de l'adulte. Diapositive. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, le sarcome de Kaposi, qui peut donner des manifestations cutanées, mais qui, lors de la primo-infection au cours de l'enfance, peut se manifester uniquement sous forme de volumineuse adénopathie, sans aucune manifestation cutanée. Donc, cette symptomatologie qui est un peu particulière chez l'enfant, ces fonds cliniques sont à connaître pour pouvoir poser le diagnostic. Diapositive. Et puis, voilà, sans rentrer dans les détails, on a un certain nombre de présentations qui sont soit plus fréquentes, soit spécifiques à l'enfant. La pneumocystose pulmonaire qui peut se voir chez les plus grands enfants ou chez l'adulte, mais avec un pic de fréquence dans la première année de vie. La pneumopathie interstitielle lymphoïde qui peut simuler une miliaire tuberculeuse. La parotidite chronique. L'encéphalopathie à VIH qui est aussi assez spécifique du nourrisson du jeune enfant et qui est à différencier d'autres manifestations neurologiques. Et puis, une association très fréquente de VIH plus tuberculose plus malnutrition sévère. Diapo. Donc, on a des difficultés diagnostiques en raison de ces présentations cliniques, des difficultés aussi qui peuvent être les mêmes que chez l'adulte parce qu'on a peu accès à la bactériologie, aux sérologies ou à l'imagerie, et des difficultés surajoutées chez les enfants avec des tests qui sont non adaptés, par exemple les CD4, le Visitec, qui est un progrès majeur pour les grands enfants et les adultes, inapplicable chez les jeunes enfants en raison de son cut-off à 200 qui est beaucoup trop bas. Des tests diagnostiques qui peuvent être difficiles à réaliser, et j'ai mis un peu l'accent sur le diagnostic de tuberculose, qui est complexe chez l'enfant. Le TB-LAM est très compliqué à utiliser chez les nourrissons, puisqu'il faut éviter la contamination par les selles pour que le résultat soit fiable. L'examen des crachats, qui est difficile à obtenir chez les enfants, et les nouvelles techniques, comme la recherche de BK dans les selles par la technique de GeneXpert, est encore peu développée. Et puis, tout ça dans un contexte de symptomatologie tuberculose moins spécifique qui peut se manifester chez le nourrisson sous forme d'une pneumonie aiguë ou pseudo-asthmatique avec des particularités radiologiques chez l'enfant. Diapositive. Et enfin, on a des difficultés thérapeutiques avec des traitements qui sont parfois chers, qui, lorsqu'ils sont commandés par les programmes nationaux, comprennent pas forcément les formes pédiatriques, où on a pour certaines pathologies une absence d'autorisation mise sur le marché pour la pédiatrie de médicaments qui sont utilisables uniquement chez l'adolescent ou l'adulte. Un manque de galénique adapté, de comprimés dispersibles pour les nourrissons et les jeunes enfants. Et enfin, un manque d'arbres décisionnels adaptés aux enfants immunodéprimés, comme a montré Eric pour les adultes, pour les situations courantes, la dyspnée, la diarrhée, l'anémie, où les causes spécifiques aux jeunes enfants ne sont pas développées. Dernière diapo.
Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement comme référence? Dans la boîte à outils, Eric Gomez a proposé une présentation qui recouvre un peu tous les grands principes de la prise en charge pédiatrique et les tests à réaliser, notamment pour diagnostiquer la tuberculose. En fait, on peut chercher des références dans les études des cohortes du Nord, mais qui sont des études qui datent des années avant les années 2000, avec maintenant très peu d'études récentes sur les infections opportunistes, puisqu'il n'y en a plus. Et les études dans les cohortes du Sud sont peu nombreuses concernant les infections opportunistes et le VIH avancé chez l'enfant. Il existe un très bon manuel de référence qui est le Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infection. C'est un document en anglais et qui est dans le contexte des États-Unis, mais bon, malgré ces défauts-là, c'est une référence vraiment, je pense, la meilleure qui existe en ce qui concerne les infections opportunistes et le VIH avancé. En français, il y a quelques guides pédiatriques. Le guide Grandir abordait pas le VIH avancé, est complètement dépassé maintenant. Les deux autres, le guide EVA a quelques arbres diagnostiques et thérapeutiques, mais c'est un guide qui a 10 ans, et le guide ANECA qui décrit pas mal les infections opportunistes de l'enfant a une version française qui date de 2017. Donc, des guides qui peuvent être intéressants à regarder, mais qui seront nécessaires à mettre en place. Et puis, dans les autres documents, les documents de l'OMS, même si à chaque fois il y a un petit paragraphe sur les enfants, concerne essentiellement les adultes, et puis les autres guides ou livres ont des parties pédiatriques peu développées. Donc en fait, ce qui reste à faire pour les pédiatres et les personnes qui s'occupent de la prise en charge des enfants, ce serait d'essayer de mettre en place un guide, de mettre à jour en fait un guide qui est vraiment un focus sur le VIH avancé, les infections opportunistes et les arbres diagnostiques et thérapeutiques pour aider les cliniciens à mieux prendre en charge les enfants dans le cadre du VIH avancé. Et puis derrière, si on peut avoir des tests qui sont plus adaptés pour avoir des CD4 adaptés aux enfants de moins de 5 ans, des tests pour faire un diagnostic facile de pneumocystose ou continuer à améliorer le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant. Ça permettra d'avancer sur cette thématique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, David. Je vais terminer avec la dernière section de cette boîte à outils. Je vais aller vite, hein. Vous voyez quand même, c'est une boîte à outils qui est très approche clinique, hein. On a quand même fait une dernière section sur le monitoring. Donc, il n'y a pas beaucoup de documents. Les 4 sont à l'écran. C'est plutôt, on a trouvé des outils d'évaluation programmatique, notamment pour faire un état des lieux, hein, des politiques ou des procédures ou de la chaîne d'appro, etc. On a aussi mis un outil d'évaluation des centres de santé. Ça, c'est un outil qui a été développé dans le cadre du projet Impact for HIV, financé par Unitaid, qui est implémenté en RDC, en Côte d'Ivoire, je crois en Guinée. J'espère que je ne dis pas de bêtises sur la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûre de moi. Et puis aussi un registre de suivi pour les centres de santé. Ça, c'est une contribution du Cameroun. C'est un outil qui est utilisé en routine au Cameroun et qui est venu rejoindre les outils de cette boîte à outils. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle quand même que voilà, l'idée c'est, nous voilà, on veut s'engager encore plus dans le VIH avancé. On a un pourvoyeur d'appui technique. Je rappelle que sur le site de l'initiative, vous pouvez trouver la procédure pour faire des demandes d'appui technique. Que ce webinaire sera enregistré, je l'ai dit au début, il sera disponible sur le site de l'initiative. Et puis il nous reste un peu de temps, tout petit quart d'heure pour prendre des questions-réponses. Et peut-être pour ouvrir les échanges, Pierrette, comme tu nous as rejoint, et si ton son fonctionne, j'ai vu qu'il y avait une question, hein, sur le CD4. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de CD4? Comment est-ce qu'on détecte le VIH avancé? Est-ce que peut-être tu peux nous partager ton témoignage, hein, sur la situation au Cameroun avant les CD4 et maintenant avec l'arrivée des tests semi-quantitatifs pour mesurer les CD4? Alors, si tu peux allumer ton micro, Pierrette. Oui, merci Jen pour la Super. parole. Toutes mes excuses pour des soucis techniques.
Bon, merci à tous ceux qui ont pu se connecter. Au Cameroun, on a arrêté la production des CD4 et tout le monde était obligé de faire le screening clinique. Donc, nous avons recommencé à faire la recherche pour les infections opportunistes, surtout en stade avancé, en faisant un screening clinique. Donc, pour les adultes, on faisait le screening clinique pour le cluster 3 ou 4 de l'OMS. Et pour les enfants également, on regardait les signes cliniques et tel que David Masson l'a dit tout à l'heure, pour les enfants, c'est plus facile pour le diagnostic clinique. Et nous avons développé beaucoup d'outils, un outil de screening pour la maladie avancée et des registres de screening qui nous permettent de détecter ces cas. Mais après l'évaluation qu'on a faite l'année dernière, nous nous sommes rendus compte qu'on perdait quand même beaucoup de patients. Et grâce à l'aide du Fonds mondial, on a pu faire une demande pour amener les CD4 dont nous sommes en attente des CD4 que nous avons commandés et on a réalisé un chronogramme pour pouvoir amener les CD4 dans le pays et pouvoir détecter le plus rapidement possible les cas de maladies avancées à VIH. Donc voilà, nous sommes dans ce processus-là. On a envoyé le chronogramme, on espère qu'on aura les CD4 parce que beaucoup de patients viennent étant au stade avancé de l'infection à VIH. J'ai terminé. Merci à David pour la présentation. Merci beaucoup, Pierrette. Bon, on t'a pu au moins t'entendre un petit peu et puis t'identifier. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, j'ai pas l'impression. Peut-être bon, un sujet aussi qu'on avait évoqué, Eric, sur la gratuité de la biologie de base. Toi qui étais allé faire des visites de sites au Cameroun, c'était quelque chose qu'on avait fait remonter aussi. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'on peut en dire, mais on peut dire que c'est un sujet en tout cas qu'il faut pousser pour améliorer. Absolument, Jane. Il est, je dirais, bien sûr, c'est une barrière majeure de voir que tous les tests sont payants. Encore une fois, je m'excuse, je me répète, c'est une absence de consensus sur les tests essentiels. On a vu au niveau périphérique euh, des gens qui faisaient des tests, des centres de santé qui faisaient des tests complètement différents les uns des autres. Certains même qui avaient fait des contrats avec des laboratoires privés pour mettre des tests beaucoup trop sophistiqués à notre sens à mettre au niveau d'un centre de santé. Donc encore une fois, arriver à se mettre d'accord, c'est un dialogue national, pays par pays, sur quels sont les tests essentiels. Et alors, bien sûr, ils doivent être absolument gratuits, si ce sont les tests essentiels, et subventionnés. Donc les tests, comme les intrants, c'est une condition essentielle. Et donc, mais encore une fois, avec cet outil ici, nous proposons un certain nombre de listes standards, tant de tests que de traitements, et en espérant que chacun des pays, j'ai oublié de le mentionner, que dans l'outil aussi, il y avait des outils de formation, donc sous forme de présentation PowerPoint. Donc ça devrait être sujet de débat parmi les cliniciens au niveau de la coordination centrale pour se mettre d'accord sur les intrants essentiels tant en test qu'en traitement. Merci, Eric. Il y a un commentaire sur le question-réponse. En effet, Koudia, je ne sais pas de quel pays vous vous exprimez, depuis quel pays vous exprimez, mais c'est écrit qu'en effet, les CD4 ont été supprimés dans la plupart des pays. Il faudra un fort appui au pays pour mettre à jour les algorithmes nationaux et assurer la formation des techniciens de laboratoire. Tout à fait. Et voilà, je le répète, mais c'est vrai que nous, à l'initiative, voilà, on finance des appuis techniques et ça peut être le sujet de ces appuis-là. N'hésitez pas à revenir vers nous. Une main levée. Pierrette, vas-y. Merci, Jane. Je voudrais juste faire un commentaire pour dire que c'est l'objet de cette boîte à outils.
qui peut aider pour ceux qui veulent mettre tout en place. Ils peuvent trouver beaucoup de documents dans cette boîte à outils qui peut leur permettre d'adapter selon leur pays et de faire les nouveaux algorithmes, d'avoir des registres de techniques sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Et bien sûr, avec l'appui technique de Expertise France, ça peut aller un peu plus vite. Et il y a aussi d'autres mains dans le chat. Oui. Merci. Merci Pierrette. Oui, ma collègue Sabrina qui demande quel type de demande d'appui technique, d'assistance technique les pays peuvent-ils faire pour être appuyés sur cette thématique. Bah, ça peut être un appui pour évaluer par exemple une stratégie. Là, il y avait un sujet de formation typiquement aussi. On peut appuyer sur la formation des techniciens. Euh, et comment pouvons-nous promouvoir et auprès de qui cette boîte à outils. Donc cette boîte à outils, vous êtes la cible en fait de cette boîte à outils, donc vous pouvez la faire circuler autour de vous sur tous les programmes VIH et puis TB, parce qu'on a vu quand même il y avait un gros sujet TB, les experts qui sont intéressés dans le sujet et puis d'autres structures qui voudraient s'engager dans le sujet, des porteurs de projets, etc. Donc voilà, vous êtes la cible de cette boîte à outils. Koudia, oui, de Genève, merci beaucoup. Euh, Alors, il y a Gérès qui m'a dit qu'il n'arrive pas à lever la main. Gérès, je ne te vois pas. Attends, je vais te donner la parole. Ah si, affiché. Euh, Est-ce que Véronica qui m'aide sur le sujet, tu vois? Ah, Gérès, voilà. Gérès, tu as allumé le micro. D'accord, bonjour, vous me recevez? Oui, on t'entend. Vas-y. Alors, moi, peut-être c'est sur la question il y a Eric, je crois, qui a évoqué le point des bilans. Je pense que au-delà des outils, de l'uniformisation des outils à faire, mais aussi du renforcement de capacité, surtout des nouveaux biologistes qu'on a. Le gros souci qui se pose, c'est que la plupart que ce soit les bilans, les intrants, sont sur les financements du Fonds mondial. Et quand vous participez aux ateliers de rédaction des demandes de financement, la bataille pour la réduction des prix d'un côté et l'attribuer à un autre côté, la bataille est tellement âpre que parfois, lorsque vous n'avez pas autour de la table des techniciens qui comprennent l'importance de la chose, il y a certaines lignes budgétaires qui très tôt sont réduites. Quand tu parles, par exemple, de l'importance de garder des lignes pour rendre certains bilans gratuits, lorsque vous n'avez pas autour de la table des techniciens sachant, c'est très difficile. Et pour nous, notre expérience, la plupart des pays sur le GC7, par exemple, beaucoup de pays ont voulu passer sur des aspects de gratuité, mais c'était très compliqué. Et on sait que dans nos pays, les parties nationales, le financement de la partie nationale ne suit toujours pas. Il en est de même pour les CD4. On est passé sur une longue période où beaucoup de pays l'ont enlevé carrément. Et maintenant, revenir encore à ça, comment adresser les financements par rapport à ça? Sinon, vous sentez sur les pays une volonté. Maintenant, c'est le financement qui ne va pas suivre dans l'immédiat. Et pour moi, même une assistance technique, pour moi, l'importance actuellement n'est pas vraiment autour de l'assistance technique, mais c'est plutôt revoir comment on adresse les questions de financement sur ces enjeux-là pour mieux répondre aux besoins actuels, je pense. Merci. Merci Allô, vous Gérès. m'entendez? Oui, oui, on t'attend. Merci Gérès. Je crois que David va intervenir. Non, Gérès, vraiment merci pour ton intervention, hein. Comme on le sait, il y a certains pays de la région, en effet, le cofinancement, hein, est très important et ouais, pour d'autres, il est moindre. Et dans certains pays, PEPFAR est un très grand bailleur. Pour d'autres, le Fonds mondial est aussi un très grand bailleur. Je pense que les situations varient, hein, entre les pays.
Mais c'est vrai que dans un objectif de pérennité, l'investissement des pays reste clé. Aujourd'hui, ce que nous, on a vu d'un point de vue du Fonds mondial et des requêtes de financement pour le cycle de financement, c'est vraiment une ambition retrouvée au niveau des pays pour les intrants et notamment pour les CDK. La question maintenant qui se pose, c'est la mise en œuvre des programmes une fois que les intrants vont arriver dans le pays. À quelle échelle, qui va voir, comment former les gens, comment mesurer. En ce qui concerne les choix sur les tests qui peuvent être faits par les pays, on sait par exemple qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays de la région, notamment en Afrique francophone, on a énormément de gaps, notamment sur les tests VIH. Tu vois, beaucoup de pays, là je reviens de Kinshasa où j'étais la semaine dernière, le pays n'a des tests que pour couvrir 40% des besoins des femmes enceintes, par exemple. Et c'est la même chose pour d'autres pays. Je pense à Madagascar, je pense au Niger aussi, qui ne peut pas couvrir tous ses besoins. Et donc, les pays doivent faire des choix, en fait. Je pense que c'est ces choix qu'il faut accompagner et prioriser l'achat de ressources qui auront un impact le plus important. Euh, dans le cadre, la question, c'est plus dans une situation de ressources très limitées. Euh, Par où on commence, quels tests on achète en priorité. Et évidemment, les ARV sont à part, hein. Mais une fois qu'on a acheté les ARV, qu'est-ce qui nous reste pour acheter des outils diagnostiques ou des outils de monitoring? Comment prioriser pour maximiser l'impact de ces effets? La question est vraiment très importante aujourd'hui et elle le sera sûrement encore plus dans les années qui viennent. Je pense que c'est à chaque pays, avec le soutien des experts comme toi, d'arriver à travailler sur la maximisation des ressources existantes. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, mais on voit quand même, je voudrais vraiment arriver sur une note positive, qu'on voit quand même des moyens ont été mobilisés dans le cadre du VIH avancé. Maintenant, on est plus sur des stratégies de mise en œuvre. Et il faut, malgré les difficultés, ça a été quand même grandement priorisé par les pays. On ne peut que s'en réjouir. Voilà, merci. Merci David. Je pense que c'était le mot de la fin. Il est midi. Voilà, donc ce webinaire est terminé. Merci à tous pour votre intérêt. Voilà, vous pouvez retrouver les informations sur le site internet. Et puis, si vous avez des questions sur les appuis techniques notamment ou des questions à relayer aux experts, n'hésitez pas à me les envoyer, je transférerai. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt.